Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique. Au sommaire aujourd'hui, d'abord le Cameroun. Paul Biya est toujours à Genève, officiellement pour un séjour privé, alors que les interrogations sur son état de santé continuent d'alimenter les spéculations. Mais ce qui retient désormais l'attention, c'est surtout ce qui se passe à Yaoundé. Un faux décret annonçant la nomination d'un vice-président et un remaniement gouvernemental a failli être diffusé sur les ondes de la télévision publique, la CRTV. Derrière cette incroyable affaire, certains voient bien plus qu'une simple manipulation, le symptôme d'une guerre de succession qui se joue désormais au sommet de l'État, jusque dans l'entourage du président. Le pouvoir camerounais est-il en train de perdre le contrôle de sa propre communication? Et ce faux décret est-il annonciateur des guerres au couteau qui pourraient bien se déclencher en cas d'incapacité de Paul Biya? Puis on va aller au Burkina Faso. Ibrahim Traoré franchit une nouvelle étape en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec la France dans un contexte de guerre permanente, mais en l'absence d'un fait déclencheur immédiat rendu public. Une décision qui, dans le fond, n'est pas étonnante vu qu'elle s'inscrit dans la stratégie souverainiste de l'Alliance des États du Sahel. Mais s'agit-il d'un véritable tournant géopolitique ou d'une opération de communication politique destinée à conforter le pouvoir auprès de l'opinion publique burkinabé et des opinions publiques africaines en général? Et quelles pourraient être les conséquences concrètes d'une telle rupture? Pour analyser ces deux dossiers, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique, panéliste régulier de Décrypter l'Afrique. C'est parti. Depuis 3 semaines, le pouvoir camerounais tente de convaincre que le séjour de Paul Biya à Genève est un non-événement. Officiellement, le chef de l'État se repose, travaille et suit son agenda habituel. Mais plus le pouvoir cherche à refermer cette séquence, plus de nouveaux épisodes viennent relancer les interrogations. Après les révélations de Jeune Afrique sur son état de santé, fermement démenties par le ministre de la Communication René Sadi, les militants de la BAS, la brigade anti-Sardinard, se sont massés devant l'Intercontinental de Genève pour une manifestation improvisée dont ils ont diffusé des images amateurs sur les réseaux sociaux. Qui s'enfuit. Voilà Chantal Biya qui s'enfuit. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Assassin, assassin, assassin. Elle s'enfuit. Assassin, 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 assassin. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Chantal Biya, assassin. 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 Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Paul Biya, assassin. Libérez le Cameroun, Chantal Biya. Paul Biya, libérez le Cameroun. Et puis à cette affaire probablement la plus intrigante, un faux décret annonçant la nomination d'un vice-président et un remaniement gouvernemental qui a failli être diffusé par la CRTV. Une affaire louche, comme on dit au Cameroun, suivie de théories accusatrices dévastatrices pour la cohérence interne du pouvoir. J'en parle avec Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors le pouvoir de Yaoundé a essayé d'imposer le narratif de la visite présidentielle ordinaire à Genève, circuler, il n'y a rien à voir, mais manifestement rien ne va comme il le souhaite. Déjà que la brigade, parce que la brigade anti-Sardinard, qui semblait un peu éteinte, s'est réveillée et est repartie à l'assaut de l'hôtel intercontinental pour donner de la voix. Du coup, ça attire, ça fait parler, Aziz. Oui, ça attire, ça fait parler parce que la question de l'hôtel intercontinental reste toujours une question à la fois problématique, très ouverte.
et qui renvoie au problème de gabégie, au problème de malgouvernance au Cameroun. Pour une raison simple, l'hôtel Intercontinental, le consortium de journalistes, un consortium de journalistes il y a quelques années, suisses, américains, anglais, français et d'autres nationalités, y compris la nationalité africaine, ont établi que pendant les années de pouvoir du président Paul Biya, plus de 150 millions de dollars ont été dépensés à l'hôtel Intercontinental. 150 millions de dollars, c'est énormément d'argent pour un pays comme le Cameroun. Il faut se situer dans le quotidien gouvernemental, il faut se situer dans le quotidien de la gouvernance du Cameroun pour voir que depuis la loi des finances, donc de janvier de cette année, le président a déjà signé 2 autorisations au ministre des Finances pour emprunter de l'argent à l'extérieur. Et dans le même temps, puisqu'il s'agit souvent de séjours liés à la santé du président ou de séjours de villégiature, on a un système de santé qu'on présente comme étant un système de santé qui s'améliore, avec des plateaux techniques. Le ministre Manaouda Malachi avait prétendu que les plateaux techniques au Cameroun sont à la mesure désormais des plateaux techniques à Neuilly, à l'hôpital américain, etc. Mais on voit très bien que ce n'est pas une réalité, puisque les pontes du gouvernement, y compris le président de la République au premier chef, j'allais dire, vont toujours à l'extérieur pour se soigner. D'ailleurs, Non, il ne va pas pour se soigner, il va en séjour privé, peut-être qu'il se soigne. Oui, il y a des euphémismes qui ne trompent pas. Je pense qu'il y a des euphémismes qui ne trompent pas. Il y a eu à Yaoundé un avion médicalisé qui a stationné pendant plusieurs jours avant de repartir. Plusieurs manœuvres ont été signalées, documentées, puisque pour savoir qu'un avion vient au Cameroun aujourd'hui, ce sont des sources ouvertes. Donc les avions qui vont au Cameroun avec leurs immatriculations, on sait très bien pour quelles raisons un avion peut venir stationner dans un pays. Et c'était des avions médicalisés qui ont pris pour une part la destination de l'Afrique du Sud et pour l'autre la destination de l'Europe. Donc il y avait un certain nombre de manœuvres pour évacuer le président de la République bien avant ce court séjour privé en Europe. D'ailleurs, l'expression sibylline du cabinet civil est court séjour privé en Europe. Jamais ce n'est précisé. Mais là, en l'occurrence, on a vu avec les images virales de l'anniversaire du fils du président et ensuite de celle des activistes qui sont devant l'Intercontinental que la famille présidentielle est flanquée des 3 collaborateurs du président Biya est bel et bien à Genève. Donc, c'est l'hôtel Intercontinental, ce n'est pas un dossier évacué. Il y a eu, sur les années 2021, 2022, 2023, des assauts réguliers de Camerounais. Avant, en 2019, des assauts réguliers à Genève, près de l'hôtel Intercontinental. Et visiblement, l'opération avait pour but, effectivement, de signaler que ce n'est pas derrière nous, le chahut ou les manifestations des activistes camerounais devant l'hôtel Intercontinental et que la problématique de l'hôtel Intercontinental reste toujours de mise. Du chahut qui a le don de les agacer. Ils ont travaillé, enfin, ils pensaient avoir travaillé le terrain, ils pensaient avoir suffisamment divisé ces activistes pour empêcher de nouvelles manifestations, mais ça n'a pas marché. Oui, il faut voir que les manifestations devant l'Intercontinental remontent à 2000, c'est-à-dire qu'elles remontent au début des années 2010. Il y avait Emmanuel Kemta, qu'on appelle le caporal grillé, qui avait l'habitude, tout seul, d'aller devant l'hôtel Intercontinental. Et puis, il y a eu une organisation beaucoup plus huilée, avec Brice Nietzsche, Robert Wafowanto et un certain nombre d'organisations regroupées dans le cadre de ce qu'on appelle le Code. Le Code, qui était un collectif des organisations démocratiques camerounaises à la diaspora, qui s'organisait pour manifester à Genève, pour manifester en Suisse sur le chemin du chef de l'État Paul Biya ou tout simplement lors des séjours de la famille présidentielle. Et puis il y a eu une deuxième phase après la contestation de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, quand Maurice Kamto a revendiqué une victoire légitime, eh bien un certain nombre de Camerounais ont accompagné cette revendication de victoire par un certain nombre de manifestations sur la place de Genève, en l'occurrence que ce soit cette brigade anti-Sana et d'autres organisations de Camerounais de la diaspora, d'autres organisations d'activistes qui ont donné de la voix pour poser la problématique que j'ai énoncée tout à l'heure, celle de la crise de la gouvernance, celle de l'usage des fonds publics et celle de séjours qui ne s'expliquent pas dans un pays comme la Suisse, alors même qu'on a la possibilité de faire la même chose au Cameroun. Le président Biya a 11 résidences qui lui sont dédiées à l'intérieur de la République, c'est-à-dire qu'il y a les 10 résidences qui sont les 10 résidences dans les 10 chefs-lieux de région au Cameroun, c'est-à-dire que vous avez
à Bafoussam, à Bertois, à Marois, à Ngaoundéré, mais aussi à Batchenga ou à Kribi, des résidences qui sont dédiées au président de la République, qui sont gérées par l'intendance du cabinet civil de la présidence de la République. Et on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi le président Paul Biya n'effectue pas de séjour dans ces lieux qui sont aussi des lieux de villégiature. Ahidjo avait amené son homologue français Georges Pompidou à Batchenga. Il y avait un certain nombre d'hôtes de la République du Cameroun, au palais des hôtes du Mont Fébé, et un certain nombre d'autres qui venaient en visite au Cameroun et qui étaient comme ça promenés à l'intérieur du territoire camerounais. Ça avait la vertu effectivement de faire découvrir le territoire, mais aussi de promouvoir une forme de tourisme au Cameroun. Et là, depuis donc l'avènement du président Paul Biya au pouvoir, et il y va, ce qui est d'ailleurs le maître d'hôtel de l'hôtel intercontinental qui a commis un ouvrage à ce sujet, rappelle que le président Paul Biya y va depuis 1971. C'est dire qu'il a pris ses habitudes. Autre lieu, en plus de Baden-Baden en Allemagne, autre lieu, en plus de ceux qu'il privilégiait, notamment à Neuilly en France, il n'y vient plus, il ne va plus à Baden-Baden. C'est visiblement Genève qui reste la destination préférée et prisée du couple présidentiel camerounais. Alors, depuis quelques jours, on voit filtrer dans la presse des informations très précises sur le ballet des personnalités gravitant autour de Paul Biya à Genève, Franck Biya, Samuel Mvondo Ayolo, Chantal Biya. Est-ce qu'on est simplement face à un travail journalistique normal ou alors on assiste à une guerre de communication où chaque clan cherche à montrer qu'il est au plus près du chef en parlant plus que d'habitude à certains médias? Parce que c'est un pouvoir qui est quand même opaque, mais on entend beaucoup de bruit et beaucoup de fuites dans les médias aujourd'hui. Je crois que c'est une communication politique de légitimation aux yeux à la fois de l'opinion, parce qu'il y a une fabrication de l'image de Franck Biya depuis un certain nombre d'années. C'est quelqu'un qui est peu discret, la figure du père. Vous savez, dans nos démocratures tropicales, ça marche, visiblement, chez un certain nombre d'esprits manipulables et faibles qui considèrent que vous avez un chef, en l'occurrence le président qui est avec sa longévité au pouvoir, et celui qui peut assurer la continuité du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est son fils. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, puisque dans l'Afrique centrale, c'est un petit peu la norme aujourd'hui. Vous avez en Guinée équatoriale le fils du chef qui est devenu vice-président. Vous avez au Congo le fils de Sassou Nguesso qui s'apprête à prendre les rênes à la fois du parti et aussi du pays. Il est dans l'ombre de son père, Christelle Sassou Nguesso, qui est déjà au gouvernement. Et vous avez au Tchad, celui qui a été fait général dans son plus jeune âge, Mahamat Déby, qui est devenu président à la mort de son père. Et puis vous avez vraiment cet environnement d'Afrique centrale qui tend à faire accepter l'idée qu'au Cameroun aussi, il est possible. Depuis quelques années, c'est par touche impressionniste, par touche successive, on fait de quelqu'un qui n'a aucun état de service public, aucun état de service dans la diplomatie, aucun état de service dans la fonction publique camerounaise. Il est connu pour être dirigeant d'une entreprise forestière, à laquelle, effectivement, au sujet de laquelle il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont établi, effectivement, que sa société ingénierie forestière traitait avec un Libanais local qui était un maître de l'exploitation forestière, Azim, à qui, effectivement, il louait ces licences-là. Ce sont un peu les états de service connus comme chef d'entreprise. On lui prête également des affaires du côté de la santé, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. La chronique, c'est qu'il est propriétaire et où il y a ses habitudes à Menton, dans le sud de la France, etc. Mais rien de structurel, rien de concret concernant effectivement une assise administrative, une assise intellectuelle, une assise politique, mais justement en termes de communication politique, la fabrication de cette image-là a fait qu'aux côtés du président, on a vu cette image iconique avec Emmanuel Macron où il est présenté à Emmanuel Macron, le sommet en Russie où il est aux côtés effectivement de son père, des séjours en France où il est dans les coulisses et où chacun veut faire une photo avec lui. Donc d'une part, il y a cette communication politique de légitimation, un fils qui est dans l'ombre de son père et qui peut potentiellement être vice-président et le remplacer. Et puis d'un autre côté aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que chacun, dans cette communication-là, veut dire « Ok, je suis aux côtés du chef, je suis aux côtés du président ». Ça veut dire que je continue de peser et je continue d'avoir les manettes pour opérer au sein du système. Alors parlons de ce fameux faux décret qui a failli être diffusé à la CRTV. Faux décret nommant, entre guillemets, non seulement le nouveau gouvernement, mais le vice-président. Alors peux-tu raconter ce qui s'est passé à un public non camerounais
ou non avertis, parce que franchement, l'Asie, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est une grande histoire. En fait, il y a la réalité qui dépasse toujours la fiction dans un certain nombre de pays, et le Cameroun en l'occurrence. Vous avez un journaliste de RFI, Radio France Internationale, qui est correspondant de RFI, qui est désormais à la rédaction centrale de RFI, qui s'appelle Polycarpe Essomba, qui publie sur sa page Facebook une histoire aussi rocambolesque que vraisemblable. En fait, c'est l'histoire d'un jeune qui serait entré dans les studios de la Cameroun Radio Television. En fait, c'est la tour qui abrite les services de la radio, puisque la Cameroun Radio Television, c'est une structure qui est à la fois la radio et qui comprend à la fois la radio et la télévision. Eh bien, il y a une tradition camerounaise, c'est qu'on lit les décrets du président de la République à la radio. Et généralement, c'est à 17h, au journal de 17h. Et comment ça se passe souvent ? C'est que vous avez des hommes en tenue ou en civil de la garde présidentielle et de la direction de la sécurité présidentielle qui généralement convoient un pli fermé du président de la République nommant le gouvernement ou nommant des hauts responsables publics, puisqu'au sens constitutionnel, le président nomme aux emplois civils et militaires. Ça, c'est l'article 5, c'est celui qui confère ses pouvoirs. Et donc, vous avez dans le propos de Polycarpe Essomba, donc quelqu'un qui débarque avec un pli qui, d'une part, contenait un décret de nomination du vice-président et un décret de nomination d'un Premier ministre et de formation du gouvernement. Sauf que, effectivement, dans l'ère du temps au Cameroun, vous avez le 5 avril 2026, le Parlement qui a adopté en Congrès une loi modifiant la Constitution et rétablissant le poste de vice-président qui avait été supprimé le 20 mai 1972 après le référendum, effectivement, qui a mis fin au fédéralisme au Cameroun. Donc on a rétabli la fonction de vice-président, non pas avec son contenu d'alors qui était un contenu de vice-président dans un pays fédéral, mais un contenu de vice-président nommé qui a vocation effectivement à poursuivre le mandat du président en cas de vacances. Donc 5 avril, promulgué le 15 avril par le président Biya, et ça agite l'opinion, ça suscite un certain nombre de convoitises, tout le monde dans la sphère politique est un tout petit peu émoustillé dans le camp du pouvoir et troublé par ça dans le camp de l'opposition. Et vous avez donc des positionnements. La presse s'en fait ses choux gras, que ce soit la presse panafricaine basée à Paris, comme on l'appelle Jeune Afrique, ou la presse locale. On spécule sur le nom du vice-président. Certains, justement, dans cette guerre de clans dont on parlait tout à l'heure, il y a l'aile gauche du président, l'aile droite. L'aile droite du président, c'est le fils, donc le fils qui est une sorte de successeur putatif depuis une dizaine d'années qu'on présente effectivement comme étant un successeur à qui pourrait échoir le poste de vice-président. Il y a sur l'aile gauche des personnalités comme Ferdinand Ngongo, Louis-Paul Motazé qui sont présentés comme étant potentiellement des vice-présidents compte tenu, 1, de leur stature, 2, de leur influence dans leur système, 3, de leurs ambitions. Donc vous avez donc effectivement dans ce contexte-là, une bataille, dans ce contexte-là de la convoitise, dans ce contexte-là, une incertitude camerounaise qui se traduit effectivement par une initiative qui est prise pour qu'au niveau de la radiodiffusion, un communiqué sous la forme d'un décret du président de la République soit lu, nommant un vice-président et nommant un Premier ministre. Il faut rappeler que depuis le 4 janvier 2019, il n'y a pas un autre gouvernement au Cameroun. Il y a une sorte de tradition qui faisait qu'après une élection présidentielle, le président formait le gouvernement. C'est le cas du gouvernement John Goutté II qui était formé le 4 janvier 2019 avec 63 ministres, dont 4 ministres d'État, 31 ministres pleins, 15 ministres délégués, 10 ministres 5 ministres chargés de mission et 10 secrétaires d'État. Donc ce gouvernement n'en a pas été remplacé. Il y a donc vraiment, pour ceux qui ont soutenu le président Biya pendant l'élection, justement l'espoir de rentrer au gouvernement, ceux qui l'ont soutenu l'espoir d'être des ministres de plein exercice parmi les 31, vous avez aussi des personnes qui nourrissent l'ambition d'être vice-premier ministre ou ministre d'État, donc qui attendent avec fébrilité justement l'entrée dans ce gouvernement-là. Et donc vous avez un jeune homme qu'on présente comme étant celui qui est venu remettre ce décret. Mais cette thèse-là est aujourd'hui contestée, elle est battue en brèche. Ce n'est pas simplement une théorie du complot. Il y a des gens qui estiment que c'est trop gros pour être vrai, parce qu'on ne peut pas se présenter absolument. Voilà, on ne peut pas se présenter de façon sérieuse à la radiodiffusion du Cameroun avec un pli qui viendrait de la présidence de la République, étant une sorte de Sichom, c'est un jeune homme qui s'appelle Sichom, et qui vient avec un décret qui le nomme, où son nom figure comme vice-président. C'est soit un gag,
soit une tartufferie. Et si c'est une tartufferie, effectivement, ceux qui considèrent que c'est une tartufferie estiment que, effectivement, il y a eu, dans les règles de l'art, un pli qui a été amené selon les usages que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez la direction de la sécurité présidentielle et la garde présidentielle qui apportent un pli au niveau de la radiodiffusion. Eh bien, vérification faite par la hiérarchie donc de la CRTV, le directeur général au niveau donc de Genève, donc du cabinet civil, eh bien, on a tout simplement dit que c'était pas un décret qui venait de la main du chef de l'État, donc existe. C'est Charles Dongo, le directeur général de la CRTV, qu'on a vu en l'antenne lors d'une cérémonie, qui lui-même a appelé Ferdinand Gongo, donc le secrétaire général de la présidence, je crois. Oui. Parce qu'il y a eu deux recoupements au niveau de la présidence et puis au niveau effectivement de Genève, où se trouve le président de la République en ce moment, avec son directeur du cabinet civil. Il ne peut pas avoir de formation du gouvernement sans que la maison du président, donc, qui est le cabinet civil, et puis le président lui-même ne soit au courant. Et donc, quand je parlais de l'hypothèse de la tartufferie, il y a le gag avec Sitium, ça c'est un gag, ça c'est l'hypothèse du gag. Quelqu'un qui est présenté comme étant un jeune qui vient être nommé comme vice-président du Cameroun, une sorte de prank, dans le langage qui est des jeunes aujourd'hui, une sorte de prank. Aucun état de service, inconnu au bataillon, non-name comme on dit, c'est quelque chose qui est une sorte de, vraiment, de grosse blague. Certaines autres thèses disent que le nom qui figurait sur le vrai faux décret de nomination était celui d'Oswald Baboké, le directeur général adjoint. Non, qui est directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, son nom a été cité. Qui est ce Baboké et est-ce qu'il va avoir des problèmes? Alors, je pense que là, au fur et à mesure que les jours passent, on creuse. Au fur et à mesure que les jours passent, des informations sont révélées, notamment celle du nom qui figure, parce qu'il y a un certain nombre de spéculations. D'une part, ceux qui se demandent quel est le sort qui est réservé aux jeunes qui s'est présenté à la CRTV, donc à la radiodiffusion, pour présenter le prix, donc le fameux Sitium qui s'autonomait vice-président. Bon, voilà, on saurait, on dit qu'il est dans les services de la sécurité militaire, mais la sécurité militaire, c'est quelque chose d'aussi vague que ce qui se passe dans l'océan Atlantique du côté de Kribi. Maintenant, il y a une hypothèse sur le nom d'Oswald Baboké et ça recoupe la question de la guerre des clans. Tout à l'heure, j'évoquais les différentes ailes du président, l'aile gauche, l'aile droite. Dans quel camp se trouve Oswald Baboké? On sait très bien qu'Oswald Baboké, c'est un diplomate diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun, qui a une certaine influence parce que proche de la première dame Chantal Biya, c'est quelqu'un qui vient de l'Est du Cameroun, ils sont connus à Dimako, qui a été élevé par le président de la Chambre d'agriculture, quelqu'un qui progressivement a fait fortune, qui est patron d'une église de réveil, qui porte beau. Pasteur, plus que patron. Enfin, oui, parce que quand je dis patron du peuple, non, mais enfin, aujourd'hui, les églises de réveil, on sait ce que c'est dans nos contextes. J'ai utilisé le mot à dessein, c'était une sorte d'entreprise familiale comme ça, où avec sa femme, effectivement, il dirige cette église-là. Il a construit une église, un domicile qui est affriolant, avec un certain nombre d'affaires qu'on lui prête. Et c'est celui qui est venu arriver au boulevard du 20 mai avec un véhicule dont on a spéculé sur le montant d'achat. Donc, bref, c'est quelqu'un qui compte, qui pèse dans le sérail, dans le système, qui a été conseiller technique au cabinet civil avant de devenir, effectivement, ministre directeur adjoint du cabinet civil. Donc, il a une certaine influence. Il a, auprès de la première dame Chantal Biya, une certaine audience parce qu'adoubé par elle. Et on prête justement à ce diplomate devenu ministre, membre du gouvernement et directeur du cabinet civil un certain nombre d'ambitions. Et donc, certains estiment que c'est son nom qui figurait parmi les noms qui sont dans les faux décrets, les fameux faux décrets dont on parle depuis tout à l'heure. Justement, en fait, on va encore parler du Jeune Afrique qui semble très informé par certains acteurs. Il y a quelques jours, ce média publiait un portrait d'Oswald Baboké, un portrait en 10 points, dont le deuxième était vice-président en puissance, point d'interrogation. Et puis, bim, voilà, on a l'impression que le fait qu'il ait été mis en avant par un média international ne lui a pas apporté beaucoup de chance. Oui, alors il y a aussi souvent... Il y a souvent ce qu'on appelle la technique des boules puantes, mais au Cameroun, avec un certain nombre de médias, de journaux, certains on appelle les journaux du Hilton, d'autres les journaux de la Poste centrale, vous savez, des journaux qui n'ont que les unes, certains qui sont dans les journaux, dans les magazines du dimanche ou dans les émissions du dimanche. C'est-à-dire que vous avez une du journal.
où on utilise ces journaux pour un certain nombre de batailles politiques. Et là, en l'occurrence, vous avez souvent des gouvernements qui sont dévoilés via les réseaux sociaux aujourd'hui, hier dans les journaux, pour permettre effectivement de neutraliser un certain nombre d'adversaires. C'est-à-dire quoi? Dès que votre nom est éventé, dès qu'un gouvernement est éventé, on estime que le président de la République n'a plus la primeur et il met donc de côté ces protagonistes-là. Donc voilà une des hypothèses concernant M. Baboké, puisque son nom étant cité comme vice-président, ça signifierait que si c'était le cas, c'est éventé, eh bien la primeur qui reviendrait donc au président de la République, donc qui a la charge de la nomination du vice-président, qui a la charge de la nomination de cette personnalité, il n'en aurait plus le privilège. Et donc, du coup, l'hypothèse Baboké est donc battue en brèche de ce point de vue-là. Ça fait partie des jeux locaux, ça fait partie des stratégies locales de démonétisation des adversaires ou des jeux de guerre entre les clans. C'est d'ailleurs pour ça qu'évidemment, que certains estiment que cette affaire de faux décret était destinée à éventer le gouvernement, éventer le nom du vice-président pour que ceux qui y figurent, effectivement, soient mis de côté. Justement, toujours Jeune Afrique a fait un autre article qui dit que voilà, Paul Biya est peut-être en soins en Suisse, mais Franck Biya est en campagne et a fait avancer ses pions lors d'une visite en France où se tenait le sommet du G7. Voilà, c'est toujours le même type de fuite de presse. On ne sait pas si ça l'arrange ou si ça le dérange, Franck Biya, d'être présenté comme celui qui allait faire du lobbying au sommet du G7 avant peut-être d'aller rejoindre son père en Suisse. Oui, mais ça pèse être au G7. Ça pèse être celui qui fait du lobbying au sommet du G7. Ça veut dire qu'il y a une posture présidentielle, une posture de personnes influentes, une posture de personnes qui comptent. Tout cela, tout à l'heure, j'ai évoqué la question en communication politique, il y a la question de la persuasion, la question de la légitimation et un certain nombre de questions qui sont liées aux problématiques structurelles. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans la question de la légitimation. Fabriquer, construire une image, fabriquer, construire l'image d'un vice-président, fabriquer, construire l'image d'un président potentiel. Et là, en l'occurrence, on a des batailles qui passent aussi par la presse. On a aussi des batailles, une communication qui peut transiter par des médias classiques, c'est-à-dire et surtout des médias d'influence. Donc, c'est ça, la consolidation d'une image de quelqu'un qui pourrait apparaître demain comme étant naturellement celui qui remplaçait son père. Aller négocier au G7, le G7 se réunit les 7 puissances, les 7 pays les plus industrialisés du monde. Donc, il n'y a pas mieux du point de vue diplomatique, du point de vue géostratégique, du point de vue géopolitique, pour présenter une figure qui a une certaine audience diplomatique. Enfin, le G7, les 7 pays les plus industrialisés au monde, selon eux. Oui, selon eux. Enfin, je veux dire que quand on parle de G7, vous savez, aujourd'hui, il y a... L'Occident. Voilà, ça c'est l'Occident. Il y a les BRICS, justement, il y a le Sud global qui contredisent à partir, justement, de la puissance et de leur PIB. Le G7 aujourd'hui est une sorte d'ancien monde, ancien monde qu'on agite encore, mais ça c'est l'ancien monde. Justement, je parlais de G7 au sens de l'ancien monde très précis. Alors, une procédure judiciaire assise est ouverte et dans certaines sphères au Cameroun, on s'intéresse plus à qui l'amène, donc pour élucider cette histoire du faux décret arrivé à la CRTV, on s'intéresse plus à qui mène cette procédure judiciaire plutôt qu'à ce qu'elle va nous permettre de découvrir. Pourquoi ? Parce que personne ne croit en cette procédure judiciaire. Oui, personne ne croit. Je vous ai dit que tout à l'heure, il est où? Il est à la police judiciaire, il est au secrétaire d'État à la Défense, il est à la sécurité militaire, il est où? Vous avez quelqu'un qui s'est présenté à la radio avec des faux décrets, faux et usage de faux. C'est pénalement répréhensible. C'est dans le code pénal camerounais, de manière explicite, c'est puni. Mais là, on ne sait pas exactement qui... quelle est la destination justement de ce prévenu-là? Est-ce qu'il fait l'objet d'une enquête? Quelle est la communication autour de cela? Mais enfin, ce n'est pas un secret d'État. Si quelqu'un comme ça, c'est un faux et usage de faux de façon, je ne vais pas simplement dire banal, mais c'est caractérisé comme tel, puisqu'on l'a dit de manière très explicite, il n'y avait pas de gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, on peut poursuivre cette personne-là. Mais comme on l'a dit, c'est un gag de manière explicite. Ça, l'hypothèse des poursuites judiciaires est un gag. L'opinion n'est pas dupe. On a très très bien compris qu'effectivement, il y avait un certain nombre de dessous. Et les investigations continuent puisqu'il y a des recoupements qui sont faits par rapport à tout cela
pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie, faire la lumière sur toute cette affaire. Alors finalement, si Paul Biya devait être vraiment empêché pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, s'il devait être définitivement empêché, est-ce que les événements de ces derniers jours nous donnent déjà un aperçu de ce que pourraient être les batailles pour le pouvoir au Cameroun? Parce qu'il faut constater la vacance, si la vacance intervient avant la nomination effective du vice-président, on fait comment? Si elle intervient après, qui constate la vacance? Parce que c'est pas forcément, je ne sais pas si c'est le vice-président ou pas. Est-ce que tout ça ne nous montre pas qu'on pourrait être face à des querelles d'alcôve qui pourraient ressembler à celles que l'on a connues au moment de la mort de Félix Houphouët-Boigny, qui ont structuré par la suite des affrontements terribles en Côte d'Ivoire, qui ont mené d'ailleurs à une guerre 9 ans plus tard. Il y a l'exemple ivoirien, il y a l'exemple tchadien qui peuvent nous renseigner sur différentes hypothèses. Dans l'exemple ivoirien, vous avez des batailles de clans de personnes qui s'estiment légitimes, même légitimes pour le remplacement, donc pour la succession du président Biya, dans l'occurrence. Vous avez en Côte d'Ivoire Konan Bédié et puis Ouattara, l'un Premier ministre, l'autre président de l'Assemblée nationale. Sauf qu'au Cameroun, la Constitution, en l'état actuel, règle la question de la vacance, en l'absence de nomination d'un vice-président, puisque le président du Sénat reste toujours potentiellement celui qui peut occuper la fonction de président par intérim après constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, il y a eu un train de loi, un train législatif et réglementaire sur cette question-là pour donner de la cohérence à la question de la nomination de la vice-présidence à partir donc de l'adoption de la loi le 5 avril, de sa promulgation le 15 avril, comme je le rappelais tout à l'heure. Donc après cela, il y a donc un train législatif qui a permis effectivement qu'on précise la question de la constatation de la vacance. Et là, en l'occurrence, la vacance est toujours assurée en l'état actuel, s'il n'y a pas de vice-président, par le président du Sénat qui a donc un certain nombre de jours, donc un délai pour organiser l'élection, 120 jours ou plus. Mais sauf qu'il y a certains, comme dans le cas du Tchad, vous savez, un précédent tchadien, où celui qui était au sens constitutionnel, celui qui pouvait assurer la vacance, s'est dédié à cause de pression. Il a estimé qu'il ne pouvait pas assurer la charge. D'ailleurs, il a prétexté qu'il était malade. On a compris bien plus tard qu'il s'agissait de manœuvres, qu'il s'agissait de pression pour qu'effectivement la question de la succession ne se déroule pas selon le scénario constitutionnel, donc selon le scénario normatif, mais plutôt selon des arrangements qui ont permis à Mahamat Déby d'être président de la République du Tchad. Et donc, dans le cas d'espèce pour le Cameroun, très très concrètement, s'il n'y a pas de vice-président, c'est le président du Sénat. S'il y a un vice-président, eh bien évidemment, c'est le vice-président qui a la charge. Et donc, il y a un certain nombre de contestations. À titre personnel, on avait donné de la voix pour que la question de la vice-présidence telle qu'elle a été présentée soit querellée parce qu'elle contrevenait déjà à la lettre et à l'esprit de la Constitution du 18 janvier 1996 sur la question des principes démocratiques. Et là, en l'occurrence, c'était les principes démocratiques qui avaient été violés. Mais pour revenir à la question qui a été posée, en l'état actuel, la vice-présidence, en l'absence de vice-présidence, il y a le président du Sénat, puisque les deux hypothèses sont toujours de mise. Un vice-président qui est là, il continue jusqu'à la fin. Un vice-président qui n'est pas là, c'est le président du Sénat qui a un délai pour organiser les élections. Sauf que en l'état actuel du Cameroun, il est difficile d'imaginer un vice-président par intérim, un président par intérim étant président du Sénat qui organiserait les élections en l'état avec le contexte camerounais, de contestation électorale par Issa Tiroma Bakary qui est, pour ma part, à mes yeux, le vainqueur de l'élection et pour un certain nombre de Camerounais, lui-même qui revendique sa victoire. Il y a un certain nombre de clans qui se disputent le pouvoir au Cameroun. Tout à l'heure, on les a évoqués. Et ce sera très, très difficile pour le président du Sénat, Réhima Aboubakary, d'être président pendant ce délai-là et organiser l'élection. Ça va être une situation très explosive potentiellement. Et puis en plus, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, les gens qui ont l'habitude de signer des décrets présidentiels peuvent signer un décret pour nommer un vice-président avant de constater la vacance du pouvoir. On l'a vu avec le cas Omar Bongo, Barcelone. C'est-à-dire que si le président Biya n'est plus de ce monde, qui pourra le déclarer? C'est dans son antre, effectivement. Donc ils auront la latitude de gérer la situation, le temps de nommer un vice-président, un président qui les agrée. Donc en fait,
En se passant de l'avis du président Biya. Absolument. Par quelques bouts qu'on prenne, l'équation Cameroun, elle est très, très compliquée, en plus d'être complexe. Il y a une complexité évidemment inhérente à la structuration, à la structure du pays, mais elle est très compliquée compte tenu des différents scénarios qu'on évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup à Aziz Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique, pour avoir débriefé avec nous ces dernières actualités du Cameroun et cette fameuse affaire du faux décret qui a failli être lu à la télévision. La rupture entre Paris et Ouagadougou n'est pas une information, elle est ancienne. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que le Burkina Faso décide d'en faire un acte politique officiel. C'était le vendredi 26 juin de cette année. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel, la perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi rompre formellement des relations diplomatiques qui étaient déjà, il faut le dire, quasiment inexistantes? Dans cette séquence, le plus intéressant n'est peut-être pas la diplomatie, c'est la communication, car une décision diplomatique produit également un effet politique. Elle envoie un message. Reste à savoir à qui ce message est réellement destiné et ce qu'il va changer. J'en parle avec Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique. Rebonjour Abdelaziz. Rebonjour. Alors, la communication du gouvernement burkinabé ne met pas en valeur un fait déclencheur précis, mais évoque, comme cela a déjà été le cas, je cite, le soutien à des réseaux subversifs et aux terroristes, mais aussi, et je recite encore, la partialité des discours et des opinions sur le Burkina Faso. À ton avis, comment on peut expliquer cette décision qui est quand même lourde de symboles? Alors, c'est une décision qui a une source, c'est une décision qui a une histoire. Le Burkina Faso fait face à non seulement une menace terroriste, c'était déjà le cas en 2016, jusqu'en 2022, pour laquelle un point d'appui de la force Barkhane, qui était installée au Mali, donc dans le Sahel, donc une sorte de déclinaison, était installée au Burkina Faso, donc jusqu'en 2022. Pourquoi en 2022? C'est qu'à partir de 2022, il y a eu des coups d'État au Burkina Faso, un premier coup d'État, un second, justement, qui a vu l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, qui ont mis fin à la présence de militaires français sur le territoire du Burkina Faso. Pour 3 raisons selon le Burkina Faso. L'inefficacité, puisque l'endiguement du JNIM, l'endiguement de l'État islamique au Sahel n'était pas concrètement perceptible sur le terrain. Les localités du nord et de l'est du Burkina Faso faisaient sans cesse l'objet d'incursions croissantes et d'occupations
par les forces terroristes. Et donc, de ce point de vue-là, les militaires français, il faut le dire clairement, ont été chassés du Burkina Faso. L'ambassadeur du Burkina Faso a été prié de partir du pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que, en fait, la décision du 26 juin, c'est une décision qui a constaté un divorce. C'est un peu comme quand vous allez chez le juge pour la conciliation. Il y a une ordonnance de non-conciliation qui permet de constater qu'au fil des mois, effectivement, les manœuvres en coulisses, c'est la diplomatie. Vous avez une convention de Genève qui règle les relations diplomatiques entre les pays, entre le rappel de l'ambassadeur et la rupture définitive des relations diplomatiques. Il y a un certain nombre de négociations, il y a un certain nombre de choses qui se passent en coulisses et généralement, ça permet non pas simplement de recoller les morceaux, mais surtout de voir s'il est possible effectivement, de pouvoir rétablir ou maintenir les relations diplomatiques. On l'a vu dans l'exemple de la France et du Rwanda, il y a eu un gel des relations diplomatiques pendant un certain nombre d'années avant leur rétablissement. Mais dans le cas d'espèce pour le Burkina Faso, il y a eu justement ce reproche qui a été fait par le Burkina Faso aux forces française installée au Burkina Faso de ne pas être en mesure, effectivement, de permettre que le Burkina Faso puisse faire face à la menace terroriste. Et puis, deuxièmement, le fait le plus immédiat, c'est un discours, une interpellation suivie d'une proposition de résolution au Parlement européen d'un général français qui est député européen et effectivement qui a Oui, mais justement, on va venir parce que ma deuxième question, c'est est-ce que le coup de sang de Ouagadougou n'est pas tout simplement lié au vote par le Parlement européen d'une résolution sur les violations des droits humains au Burkina Faso dans une sorte de pacte où le Nicaragua et le Bélarus étaient également pointés. Voilà, je crois que c'était ce fait déclencheur. Il y a eu un certain nombre d'éléments. J'ai parlé du retrait. Effectivement, ils ont été priés de plier leurs bagages, les forces françaises, l'ambassadeur français, et puis les France 24, Radio France Internationale, qui ont vu leur antenne suspendue au Burkina Faso. Et il y a cette question du reproche qui est fait au Burkina Faso de ne pas respecter les droits humains à travers l'Union européenne. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne présent à Ouagadougou a été convoqué la semaine dernière, ce qui précédait cette décision de la rupture définitive des relations avec Paris. Donc voilà un tout petit peu le contexte dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rompre les relations avec Paris. Alors donc si on suit le raisonnement, Ouagadougou considère que c'est Paris qui pilote le Parlement européen dans ce vote de résolution, considéré comme hostile. Oui, le général qui prend la... Alors voici les faits justement. Cette résolution sur la, et je cite, répression continue de l'espace civique et des libertés fondamentales au Burkina Faso a été adoptée par 476 voix pour, 11 contre et 75 abstentions. Elle a été rédigée à l'initiative, tu l'as dit, d'un député européen français qui s'appelle Christophe Gomard. On en écoute un extrait. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Alors, Christophe Gomard, c'est un député au profil particulier, ancien général, ancien commandant des opérations spéciales en France, ancien directeur du renseignement militaire. Ce n'est pas n'importe qui dans ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-industriel français. Il a été élu sous la bannière Les Républicains, de droite, pas macroniste tout à fait, mais de droite, c'est-à-dire le parti de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, etc. Bon, c'est pas les milieux militaires qui sont en général très sensibles aux droits humains, on va dire ça. Abdelaziz, est-ce que tu comprends la crispation que cette initiative a suscitée
à Ouaga? Est-ce que c'est la personne de Christophe Gomar qui a sans doute travaillé en tant que militaire sur l'AES, sur le Sahel, qui irrite, qui hérisse le poil? D'abord, la question de l'isolement du Burkina Faso, il faut relativiser. Le Burkina Faso, aujourd'hui, dans le cadre géopolitique et dans le cadre de l'Alliance des États pour du Sahel, qui est une alliance politique d'États très solidaires entre elles, c'est-à-dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et il y a aussi une évolution concernant l'AES. Il y avait une sorte d'endiguement autour de l'AES qui est en train de se desserrer progressivement. On a vu avec le Bénin, avec le Togo et même avec la Côte d'Ivoire qui était résolument hostile. Il y avait une sorte de regard en chien de faïence entre la Côte d'Ivoire et l'AES. On voit que l'étau se dessert de manière progressive pour des raisons aussi réalistes parce que la question de la menace djihadiste, elle sème sur l'ensemble du territoire à la fois du Sahel et puis de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Burkina Faso fait l'objet d'un isolement, on risque d'avoir des métastases, donc une expansion de la menace sur l'ensemble de la partie occidentale du continent africain. Et donc, dans le cas d'espèce, ce qu'on appelle l'isolement du Burkina Faso est complètement à relativiser de ce point de vue. D'abord parce qu'il y a une sorte de glacis entre les trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, qui sont très, très solidaires entre elles. D'ailleurs, le discours du porte-parole du gouvernement burkinabé suit celui du porte-parole nigérien la semaine d'avant concernant effectivement les relations avec Paris. Donc il y a une sorte de narratif commun et puis sorte à la fois d'intérêt commun aussi de pratique d'une sorte de diplomatie extérieure de l'AES. On le constate de manière beaucoup plus ostensible maintenant. Les questions de diplomatie extérieure sont assez coordonnées par ces trois pays-là. Donc, sur la question de l'isolement, il faut relativiser ça sensiblement. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut rappeler toujours quelque chose concernant le djihadisme et le terrorisme dans le Sahel. Depuis la mort de Kadhafi, depuis l'invasion de la Libye, depuis Nicolas Sarkozy, il est en procès, il est en train d'être jugé pour cela, mais il faut dire que l'essentiel de l'armement dont dispose un certain nombre de forces dans le Sahel aujourd'hui, de forces terroristes djihadistes, on a cité le JNIM, l'État islamique, procède effectivement de ce largage d'armes qui ont eu lieu à Benghazi. Et il faut pouvoir le dire. Je pense que quand on présente les armées du Niger, les armées du Burkina Faso, les armées du Mali comme n'étant pas en mesure de contrôler l'essentiel de leur territoire, je rappelle qu'il y a eu des forces, les forces onusiennes, des forces françaises dans ce territoire depuis Serval, depuis Barkhane, depuis 2012, qui sont restées sur cette partie du territoire. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a en Afghanistan des puissances qui se sont installées en Afghanistan pendant 20 ans, qui n'ont pas réussi à endiguer les talibans qui sont revenus au pouvoir. Aujourd'hui, à Kaboul, qui dirige l'État afghan, ce sont les talibans. Je rappelle aussi qu'en Syrie, quelle est la menace qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays qui est stable, malgré le fait que les Russes, malgré le fait que des pays occidentaux se battaient là-bas aux côtés de l'une ou l'autre des factions? Eh bien, est-ce que la menace est indicible? Pourquoi on pense que ce qui n'a pas été possible pour l'Amérique, première puissance militaire du monde, pour ce qui n'a pas été possible pour la France qui a occupée, qui a été présente en termes d'opérations extérieures dans ces pays-là, ce qui n'a pas été possible pour la France, ce qui n'a pas été possible pour les États-Unis en Afghanistan, va être possible pour des pays, effectivement, qui jonglent, permettez-moi l'expression, entre les préoccupations, les besoins liés au bien-être des populations, aux besoins de base, et les pressions qui sont liées à la défense, avec aujourd'hui une asymétrie dans la guerre, avec aujourd'hui des groupes terroristes qui sont armés de façon extrêmement sophistiquée, de façon extrêmement lourde. Je rappelais tout à l'heure que l'essentiel de l'armement qu'on voit et s'aimer dans le Sahel provient de cela, provient de la porosité à la fois de les frontières en Libye et aussi de ce marché géant qui était devenu Benghazi, donc dans l'est de la Libye, en Syrie, qui était devenu une sorte de marché à ciel ouvert pour les djihadistes. Donc il faut pouvoir rappeler cela.
Si aujourd'hui l'Est et le Nord du Burkina Faso, malgré il faut saluer cela parce que les VDP, fort heureusement, les volontaires, des sortes de civils qui sont enrôlés dans l'armée pour pouvoir défendre le territoire, malgré justement la présence des VDP qui sont téméraires, qui se battent, eh bien effectivement, l'armement aussi est du point de vue asymétrique. Parce qu'il y a une sorte d'asymétrie renversée. L'asymétrie, généralement, c'est entre l'armée régulière et des terroristes qui ne disposent pas du même armement. Mais là, face au VDP, vous avez des terroristes qui sont plus lourdement armés pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, dans ce qui est dit là devant la tribune de l'Union européenne, il faut relativiser fortement du Parlement européen, il faut relativiser fortement cela parce que si on dit que le Burkina Faso n'est pas en mesure d'endiguer la menace terroriste, qu'est-ce qu'on dirait, comme je le disais tout à l'heure, de l'Afghanistan avec les États-Unis? Et ça veut peut-être dire qu'on appelle à revenir au Burkina Faso. Voilà, il s'agit de ça. Il s'agit de ça, c'est-à-dire que légitimer un retour d'un certain nombre de forces en opération extérieure. Or, là, dans le cas d'espèce, il y a deux choses qu'il faut dire pour nos téléspectateurs. La première chose, c'est que l'Afrique a son propre dispositif de paix et de sécurité collective. C'est le dispositif de la force africaine en attente, qui a fait l'objet de résolutions d'un certain nombre de trains de moyens qui ont été décidés. D'ailleurs, dans la réforme de l'Union africaine qui avait été proposée et dont le président Kagame avait été investi de la mission, et entre autres son compatriote qui avait été emprunt directeur général de la BAD, Donald Kaboureka, qui était en charge de mobiliser des moyens, la taxe sur les billets d'avion, un certain nombre de moyens qui permettaient non seulement de financer le fonctionnement de l'Union africaine, mais aussi la force africaine en attente, avec des bases logistiques, celle de Douala, notamment au Cameroun, etc., qui avaient été mises en place. Donc si, au niveau de l'Afrique, nous ne sommes pas en mesure d'activer des mécanismes de sécurité collective qui font l'objet de résolutions pour soutenir des pays, notamment ceux de l'AES, en l'occurrence Mali, Burkina Faso et Niger, qui font face de façon très claire, ostensible, à une menace terroriste, pourquoi on ne veut pas qu'il y ait des assauts répétés de puissances extérieures, de puissances à la fois occidentales et d'autres qui convoitent le terrain africain pour pouvoir revenir? Donc, je pense qu'en l'absence de sécurité collective, de politique de sécurité collective, les pays de l'AES se constituent justement dans une sorte de consortium de sécurité pour pouvoir se défendre avec leurs faibles moyens. Je pense qu'il faut pouvoir le dire de ce point de vue pour relativiser et nuancer le discours. Alors, justement, la résolution du Parlement européen dont nous parlions a été votée massivement, il faut le dire, en dehors de certains votes négatifs à l'extrême droite et de certaines abstentions prudentes, on va dire, au sein du groupe de gauche radicale The Left. Mais voilà, le Burkina Faso iront avec la France et pas avec les autres pays européens. Bon, peut-être que, parce que c'est d'un député européen français que le scandale est arrivé. De facto, il y a quand même des problèmes de violation des droits humains au Burkina Faso et dans les milieux progressistes engagés à l'époque contre la dictature, en tout cas le régime autoritaire de Blaise Compaoré et contre la France-Afrique, on déplore aujourd'hui quand même des prisonniers politiques. Est-ce qu'il y a un espace où on peut le dire sans apparaître comme l'ennemi du Burkina Faso? Oui, mais de ce point de vue-là, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Quel était l'objet de la résolution? Parce qu'on mêle la question des droits humains et la question de la menace terroriste. On mêle la question de l'incapacité à pouvoir faire face de façon efficace, de façon systématique à la menace djihadiste, la menace terroriste qui est réelle, et la question des droits humains. Je pense que si on veut traiter à juste titre de la question d'une violation des droits humains, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si le Burkina Faso, comme tout autre pays, est signataire de conventions internationales ou de traités de ce point de vue-là, dans la hiérarchie des normes juridiques de ce pays, quand vous avez signé une convention contre la torture, quand vous avez signé une convention, que ce soit sur le plan panafricain, le pacte africain, la charte africaine des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, la charte de l'Organisation des Nations Unies, effectivement, vous êtes dans l'obligation ou tout simplement de respecter vos engagements de ce point de vue-là. Donc, je pense que s'il y a des organisations ou des citoyens burkinabés qui se plaignent de cela, il est tout à fait normal qu'ils puissent adresser la question, s'adresser aux instances à la fois multilatérales, qu'elles soient onusiennes, panafricaines, pour traiter cela. Mais le discours qui a été tenu tout à l'heure, qui me laisse, c'est une sorte d'amalgame. Il faut distinguer deux choses. Soit on veut accompagner un pays, ou soit on veut adresser la question
terroriste, de la menace terroriste qui est une menace de sécurité collective, soit on veut traiter la question de l'Afrique de l'Ouest comme étant une sorte de frontière avancée. Vous savez très bien qu'au niveau de l'Union européenne, très bien qu'au niveau de pays comme la France et l'Italie, il y a cette notion géopolitique et géostratégique de frontière avancée, qui est à la fois dans le Maghreb, mais qui est avancée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on estime que les flux de départ de l'immigration irrégulière, de l'immigration clandestine, de l'immigration par la mer, par le désert, viennent de pays d'Afrique de l'Ouest, transitent par le Maghreb, donc les pays du Maghreb ou du Mashrek, donc il s'agit de la Libye, Maghreb étant à l'ouest, le Mashrek étant à l'est, pour pouvoir arriver dans l'Union européenne, via l'Italie, Lampedusa, etc., ou par la Grèce. Donc, soit vous adressez une question, une question qui est traitée, c'est une question qui est bien posée. Une question qui trouve des solutions, c'est une question qui est formulée de façon très correcte. Or là, dans le cas d'espèce, on a une sorte d'écran de fumée, on a une sorte d'amalgame entre différents éléments dont on ne comprend pas la portée et la perspective. C'est vrai que le vote a été massif, mais les objectifs ne sont pas assez clairs de ce point de vue-là. C'est peut-être parce que les objectifs ne sont pas très clairs que certains députés de gauche radicale ont décidé de s'abstenir prudemment. Oui, est-ce que dans le fond, la vraie percée ne serait pas la réconciliation des pays du Sahel et du Golfe de Guinée hors de toute intervention des puissances étrangères? Ce n'est pas une solution, mais ce serait déjà une percée. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'Union africaine. C'est le rôle de l'Union africaine. Il y a un dispositif de paix et de sécurité collective. Je réinsiste là-dessus. Ça peut paraître ringard, ça peut paraître utopique, ça peut paraître dystopique, mais c'est la solution. On ne peut pas avoir un pays, un continent dont on ne sanctuarise pas le territoire, dont on ne fait pas du territoire une sorte de glacis qui ne permettrait pas aux forces djihadistes de rentrer et s'étonner de ce qu'on fasse l'objet de convoitises ou de discours condescendants ou de discours arrogants concernant un certain nombre de pays africains. Donc, dans le cas d'espèce, c'est une invitation à l'innovation géostratégique, l'innovation politique et l'innovation géopolitique des Africains. C'est une invitation à un multilatéralisme africain et on parle, de panafricanisme en ce moment de manière parfois exaltée, mais tout au moins c'est dans l'air du temps, quelque chose qui permettrait effectivement, avec cette notion-là, puisque le panafricanisme s'est traduit de manière concrète à travers les institutions depuis 63, donc depuis le 25 mai 63, à travers l'Organisation de l'Unité africaine, et puis on a le traité de 2002 qui instaure l'Union africaine. À partir de ce moment-là, vous avez la possibilité, face aux menaces, face aux défis du continent africain. Il y a aujourd'hui une sorte de réclassement géopolitique de l'Afrique. On a vu que les pays africains jouent de manière beaucoup plus autonome, de manière beaucoup plus souveraine, diversifient leurs partenariats, ont la possibilité de désigner qui sont leurs amis ou pas. Reclassement géopolitique qui est favorisé par les convoitises, qui est favorisé par le sous-sol et le sol extrêmement riche de l'Afrique. Mais là aussi, il faudrait aller beaucoup plus loin. Et je pense que Théophile Kouamouo, vous évoquez quelque chose de très important, c'est le lien entre l'Ouest et l'Afrique du Centre, de ce point de vue-là. Puisqu'il y a une possibilité, on l'a vu avec le nord du Nigeria et le nord du Cameroun, Boko Haram qui a fait allégeance à l'État islamique qui a ses métastases sur l'ensemble du Sahel, eh bien, vous avez des menaces qui touchent l'ensemble de ces pays de manière fragmentaire, mais tout au moins cohérente, puisque c'est une menace globale, mais fragmentaire selon les pays. Et donc, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de travail en commun, s'il n'y a pas un dispositif de sécurité collective entre ces pays-là, eh bien, on n'aura pas de solution durable face à la menace, face aux défis sécuritaires dans le Sahel et en Afrique centrale. Merci Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique, d'avoir évoqué ce sujet important avec nous. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine. Thank you.